Hello et bienvenue dans Pas de plan B, le podcast de la bobine. Salut, c'est Charlotte. Si c'est ta première fois ici, alors installe-toi bien. Aujourd'hui, on va parler d'art, de théâtre, mais surtout du rapport que l'on entretient avec, dans nos choix de vie, nos collaborations et dans nos engagements. Pas de plan B, c'est un moment de parole libre et sans tabou autour des métiers artistiques. L'idée est simple, comprendre comment on fait vivre l'art aujourd'hui à travers les parcours de celles et ceux qui le portent. Alors que tu sois totalement extérieur à ce milieu ou que tu en connaisses déjà chaque recoin, ce podcast est pensé pour toi. Et aujourd'hui, je suis extrêmement honorée de vous dire que je suis avec Michael Delis et Papy. Jingle. Jingle, ça Pas de danse. plan B. Pas de 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 plan B. C'est bien. C'est chaleur bien, humaine. mais, ouh. Il fait bon. Michael, arrête-moi si je me trompe, mais tu es comédien, metteur en scène, réalisateur. Tu te formes au théâtre et à la danse au conservatoire, puis dans plusieurs écoles de danse contemporaine et classique. Très tôt, tu traverses les disciplines et depuis plus de 10 ans, tu écris aussi. Oui. On en reparlera après. Il paraît que tu as fait plus de 350 films institutionnels, Oula, ouais, non, alors, publicitaires et de Pub fiction. institutionnel, d'accord. Ok, oui, si, mais ça rend pas des chefs-d'œuvre et c'était pour de l'interne. Mais oui, c'est vrai, il y a eu ça, oui, voilà. Et en parallèle, tu développes un théâtre profondément intime et politique avec la trilogie du troisième type, donc Le Premier Sexe, La Fête du Slip et Les Paillettes de leur vie, actuellement à la Scala, à Paris. Et tu explores l'autofiction pour interroger la virilité, la performance, la paternité, des sujets qui te sont personnels, mais qui parlent aussi à tout le monde. Quand est-ce que tu as compris que ton corps serait ton principal outil de travail ? Là-dedans, c'était une grosse porte d'entrée. Et moi, je viens d'un milieu universitaire et je suis un peu un premier de la classe, donc c'était vraiment le cerveau, avec cette distinction qu'on a quand on étudie entre justement l'animalité, le primaire et le physique versus l'esprit tout-puissant. Et donc, quand je commence le théâtre, je suis très en hommage aux grands auteurs, à la littérature, au verbe, au texte. Et c'est en faisant de la danse que je me rends compte que le corps est hyper important. Et de faire redescendre tout ce qui carbure là, ou même la beauté de la langue, dans l'incarnation. Donc j'avoue que le passage par la danse contemporaine et le modern jazz ont été hyper importants, et par le sport aussi. Et c'est vrai que c'est devenu un axe vraiment fondateur dans le boulot, dans la trilogie. Je bosse toujours avec un chorégraphe, qui est un de mes meilleurs amis, qui a mis en scène le dernier volet. Et j'aime convoquer le body. Et ton rapport avec ton corps, est-ce qu'il a changé au fur et à mesure avec l'expérience ? Oui, déjà il a changé parce que moi je suis une ancienne personne en surpoids qui a très mal vécu tout ça et qui a eu des étapes complexes, sinon d'anorexie concrète plus ou moins mentale, avec des complexes lourds et douloureux qui ont été vraiment une sorte de lutte. Et donc quand tout ça s'est transformé et que j'ai compris que ça pouvait être un allié plutôt que quelque chose de contraignant, c'était déjà une grosse prise de conscience. Et par le théâtre, il y a une double réflexion qui s'est mise en œuvre. C'est que, d'une part, nous sommes nos propres outils. C'est-à-dire que moi, le jour où je suis malade, que j'ai une extraction de voix ou que je me suis pété la cheville et que je joue 4h25 la trilogie, il n'y a plus personne pour la faire. Donc, il y a une nécessité d'entretien de bécane quand même colossal. Donc, je suis très vigilant par rapport à ça. Et après, il y a aussi une prise de conscience post-MeToo, et notamment aussi avec le vieillissement, d'une libération qui se passe quand je comprends que le corps, dans ce milieu qui est quand même éminemment lié à la séduction, quand je comprends qu'on peut faire le théâtre et le plateau pour d'autres raisons que ça, de pas séduire la caméra, de pas séduire le metteur en scène, de pas séduire le public, mais d'aller se raconter plus authentiquement, et que on assume que ça se ride, que ça se fripe, que ce soit moins parfait. Ça, c'est venu apporter un autre rapport encore plus détendu. Et il me pose questions et problèmes, mais je l'aime beaucoup, quoi. Je le rends grâce régulièrement, en disant merci de fonctionner encore pour le moment plutôt bien. Papy, toi, Oui. avant le théâtre, tu es éducateur spécialisé Oui, à la j'ai protection judiciaire de la jeunesse à Trappes. fait- Oui. Donc c'est avec les jeunes que tu commences à faire de l'impro. Alors, avec les jeunes, je commence à faire du kayak, exactement.
Je suis moniteur de canoë-kayak et après, effectivement, plusieurs petits boulots. L'improvisation théâtrale, j'ai découvert ça au moment où ça arrivait en France. Je trouve ça magnifique. Il n'y avait pas de texte à apprendre. Je ne suis pas comme l'ami. Moi, je suis tombé dans le théâtre par hasard. J'ai ouvert cette porte et du coup, mon côté animateur, mon côté transmission, je suis plutôt un leader positif. Naturel. Donc j'embarque, moi, tout le monde dans mes histoires de projets, de trucs. Et donc j'ai emmené effectivement les jeunes et monté un gros projet sur la ville de Trappes qui a pris une dimension assez importante, on va dire. Donc du coup, effectivement, je me suis retrouvé, donc attends que je te dise pas de bêtises, en 90, à monter un projet où il y a eu très vite 600 jeunes sur la ville qui faisaient de l'impro. Et moi, je courais partout avec ma petite patinoire, mes petits trucs, dans tous les collèges, le lycée. Et je trouvais ça génial En fait, je suis vraiment quelqu'un, moi, qui est plus de l'empirique. Je découvre la magie de s'exprimer et qui n'est pas du tout mon cas au départ. Moi, je suis un timide, un introverti qui regarde, quand je devais réciter une récitation, j'attendais qu'on me donne 0 pour pouvoir aller me rasseoir. Et donc, si tu veux, voilà, moi, je sais pas ce que je fous là. Mais voilà, donc toujours est-il que j'y vais, avec cet esprit de découverte et l'improvisation, ce travail particulier de l'écoute de l'autre pour pouvoir créer avec lui. Et puis, d'un seul coup, l'acte créatif me paraît l'acte primordial, en fait, profondément humain. Tu vois pas des fourmis qui disent ouais, alors vas-y, en Fourmilière 4, je fais ce soir avec Michel, la fourmi Michel, je fais un spectacle. Ah ouais, donc ok, toutes les fourmis se réunissent, c'est pour ça. Non, il y a que les êtres humains qui font ces trucs-là où du vide, de rien, on construit des histoires qui nous font du bien ou qui nous réparent ou qui nous questionnent. Et j'adore, je trouve ça génial. Donc du coup, effectivement, Trappes, et puis l'improvisation, et puis il y a des petits jeunes qui n'en veulent, qui sont un peu plus et qui ont envie d'aller plus loin et qui encore une fois, je le fais pas exprès, mais quand Jamel Debbouze vient de voir et il fait papy, je veux faire un seul en scène. Ah ouais, d'accord, mais comment on fait ça? Alors je sais pas, on va bricoler un truc et que du coup, il me met dans la posture du metteur en scène. J'accepte, je fais le boulot, je fais le taf et c'est amusant, on découvre comment ça se bricole. Et après, il fait qu'ils réussissent et puis du coup, au fur et à mesure des rencontres, des gens qui veulent aller plus loin, des gens de ma compagnie, Alban Ivanov, Arnaud de Samer, Sophie Aram, enfin voilà, tous ces gens que j'accompagne qui viennent de l'impro, fait que je commence à avoir une sorte d'expertise aussi du seul en scène. Et puis, petit à petit, d'autres gens, Blanche Gardin, tout ça. Alors, je deviens le mec qui... Le dénicheur de talent. Dénicheur de talent, incroyable. Mais je ne me suis pas déniché moi, c'est ça. Mais tu es aussi, du coup, aujourd'hui, le directeur artistique du Jamel Comedy Club. Non, pas du tout. Je le fus à un moment donné, mais non, je l'ai été que quelques mois. Voilà, mais non, aujourd'hui, je suis directeur artistique de l'AMILI, de l'association du match d'improvisation littéraire. Parce que je suis un dysorthographique, donc je me suis dit, comment je ferais un spectacle qui fait qu'on se réconcilierait avec l'orthographe. Voilà, donc j'ai inventé un spectacle qui fait qu'on se réconcilie avec l'orthographe. Partout. Et puis du coup, je mets dans les collèges, je fais ça, et donc il y a des gamins qui écrivent à fond. Donc c'est comme le match d'impro, j'ai gardé un peu le principe, 2 équipes qui s'affrontent avec 2 ordinateurs en vis-à-vis, ça se projette sur un écran et on voit la création instantanée d'un texte. Et après, des comédiens interprètent le texte qui vient d'être écrit. Et c'est super parce que du coup, les gamins, ils ont plus peur de faire des fautes, ils écrivent et c'est génial. C'est trop beau. Et puis plus récemment, on t'a vu en tant que prof de théâtre de la Star Academy. Oui. Tu travailles toujours, très souvent en groupe. Est-ce que pour toi, le collectif, c'est comme un refuge ? Oh, alors là, on va falloir que je m'allonge sur la table parce que c'est psychanalytique, mais le groupe, pour moi, est important. La création collective, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, même un seul en scène. Mickaël te le disait tout à l'heure, tu es obligé de t'entourer de gens si tu veux que la mise en danger du copain qui va être seul, lui, à affronter le public et à donner au public, il a besoin d'avoir eu autour de lui un chorégraphe, un metteur en scène, des amis. On parle de séduction, mais c'est un acte d'amour quand même, ce plateau avec le public. Donc, on a besoin de ça. Et donc oui, effectivement, on a besoin de s'entourer de plusieurs personnes.
Et puis justement, à un moment, ces trajectoires se croisent et les Oui. vôtres se croisent. Absolument. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, concrètement? Moi, je me souviens très Moi bien. aussi, Avignon. À Avignon, ouais. Et ça faisait des années que je cherchais à rencontrer Papy parce que tout ce qu'il a énoncé, les articles que j'avais dit, mais ce mec a l'air dingue. Et surtout ce que j'avais lu d'une immense, vraiment gentillesse et générosité, ce qui est un axe hyper important pour moi pour le deuxième volet de la trilogie, donc ça s'appelle La Fête du Slip, où j'interroge ce rapport à la performance pour faire une sorte de grande ode à la tendresse. Donc je voulais m'entourer d'hommes qui racontent ça aussi. Et tout ce que je lisais ou je voyais de Papy, mais c'est tellement le papa, papy, nounours que je voudrais pour accompagner ce projet. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je bosse avec Céline Buet, qui est un amour, et qui me dit ah ben moi je le connais très bien, je vais te le faire rencontrer. Je me dis ouais, n'importe quoi. Voilà. Je vais à la Scala Provence et elle me dit, Papy sort, elle me dit, tiens, elle me prend par l'épaule, elle me dit tiens, il est là, dis-lui. Mais dis-lui quoi bonjour Papy, je voudrais te rencontrer, j'adore ce que tu fais. Voilà, c'est vraiment ça sur le bout de trottoir. C'est vrai. Et Papy adorable qui me dit très vite on prend rendez-vous à Paris, on tchatche et puis très vite on va au plateau et on voit si ça passe. Et, Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment une histoire de connexion. Et puis après, tu vois, effectivement, Michael, pour moi, ça fait partie de ce que j'appelle des Formule 1. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont tellement habités par le théâtre, par ce besoin de raconter, avec le sourire, avec le bonheur, avec l'amour, que moi je fonds et je fais ok, on va embarquer dans cette histoire-là, et parce qu'on n'a plus besoin de se parler, parce qu'on fait le même théâtre. On le fait pour le public, on le fait pour les bonnes raisons, je trouve, qui sont de se donner à voir, de se faire entendre, et de toucher l'universalité avec ça. Et Michael fait ça avec tellement de brio que c'est un bonheur. Voilà, puis on a cherché ce que je pouvais lui apporter, moi, dans effectivement ce qui est de l'ordre plutôt du seul en scène version stand-up. Qu'est-ce que c'est que de faire la conversation avec quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que le théâtre ? Parce que je pense, et des spectacles comme celui de Michael et tout, le public n'est pas que spectateur. C'est-à-dire, d'un seul coup, on l'interroge. On pousse au fait qu'il doit s'interroger sur ce qui se passe. Et ça peut être sur un mouvement, ça peut être sur un regard, ça peut être sur du texte. Et voilà, il fait ça tellement bien que... Et ça a été une évidence ? Ou c'est arrivé un peu avec le temps ? Non, moi c'était vraiment très évident. En fait, j'ai eu très peur de la première séance de boulot parce que j'étais pas du tout habitué. Moi, je suis donc un cérébral qui vient avec le texte. J'écris toujours 18 000 pages en trop. Et donc, je me dis, tiens, je vais faire une lecture à Papy. Et il me dit, alors ton texte, tu le poses là et tu vas me le raconter, ton spectacle. Et je dis, oh mon Dieu, je connais pas la trame. Et c'était génial parce que du coup, t'es vraiment au présent, t'oublies le cerveau. Et disons, comme on disait, il y a le corps, il y a la rencontre et la connexion. Et j'ai adoré cette séance de taf. Ça a été très évident. Très évident, Ouais. en fait, tu vois. On ne s'est pas posé la question. Les gens, des fois, quand je travaille, ils me disent « Je t'envoie le texte ». Je dis « Ah non, je veux pas, parce que je veux pas projeter, moi. Parce que du coup, je vais avoir mon carcan intellectuel, mes plafonds de verre à moi, et donc je vais projeter quelque chose sur le texte qui fait que je vais pas entendre forcément l'artiste qui lui, va arriver quand là, il est obligé de le défendre. Donc, il va y mettre son cœur, il va lui sortir même des phrases qui ne sont pas dans le texte. Il va dire après que, ouais, je la garde, celle-là. Donc, c'est important pour moi d'être juste un réceptacle, une écoute particulière, et d'être le plus à l'écoute possible de ce que ça raconte. Parce que quand tu parles, moi, je bouge des bras, mais les gens, des fois, tu vois, il y a un mec qui vient me voir, pas Michael, mais un autre qui vient me voir, et il me dit, oui, je comprends pas, j'arrive pas. Et puis, il me parle, et puis ses mains, je dis, en fait, parle moins, tes mains parlent. Regarde, elle souligne tout ce que tu fais et tout. Il a pris conscience qu'il avait un truc, une gestuelle, qui racontait autant. Et du coup, c'était fini. Moi, la séance était terminée, j'ai plus rien à lui dire, hein, tu vois. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans l'accompagnement, quand on est dans cette communion-là de notre art, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Tu vois, c'est ça qui est beau, c'est que on se comprend, ça va vite, et que la personne prend ce que tu as à lui dire, et elle en fait ce qu'elle veut. Moi, le metteur en scène, pour moi, il doit disparaître.
C'est pas moi qui vais être sur scène à défendre le truc. Donc, à un moment, c'est chouette de disparaître et du coup, avoir le bonheur de copain qui dit bah, reviens, tiens, ça a bougé ça, et tu vas voir le spectacle. Et il lui a amené encore plus de finesse, d'intensité, de sa touche. Et peut-être que tu donnes 2-3 notes parce qu'il y a des fois où tu dis bah là, il faudrait qu'il y ait un peu plus de lumière, par exemple. Mais oui, on l'a corrigé. Mais attends, ce qui est hyper important par rapport à ce que tu dis aussi, et ce que j'ai adoré moi dans la collab, c'est que dans la générosité que je pointais, c'est que tu mets les gens dans un état de confiance partout. Non, mais vraiment, c'est indispensable quand t'es en création, qu'on te dise ok, t'es légitime. Ça va, Charlotte, entre nous là. Ce qui se passe, c'est intéressant, et va plus loin. Et ce truc-là qui fait que tu dis bon, je ralentis le débit, ce que je dis est pas débile, je prends le temps de chercher. Ça, parce que quand même, on est dans un milieu qui est aussi compétitif, dur, avec des gens qui te font croire que c'est en sabotant et en engueulant les gens que ça se passe. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, ça, c'est des conneries. C'est des conneries, en fait. On peut être tendre et sympa. Ces gens-là. Ce sont de mauvaises méthodes. On nous fait croire, on nous fait croire ça. Non, c'est terrible. Dans le théâtre public, c'est l'horreur. Genre de metteurs en scène un peu tyrans qui disent ok, il faut humilier les gens pour qu'ils existent. Ce n'est pas vrai. Voilà. Et ça, j'adore avec Papy ça. Et justement, Mickaël, monter seul sur scène pour parler de toi, est-ce que c'est une manière aussi de reprendre un peu le contrôle ou de t'exposer encore plus? Alors ça m'expose encore plus, c'est sûr. Je me suis dit, les jours de mes premières, je me rappellerai toujours l'avant-première de la fête du slip. Je suis dans un bled où il y avait ma maman qui vivait pas loin et mon frère. Et je suis devant un public dans un petit théâtre de 50 places qui est blindé. Je ne connais personne à part ma mère et mon frère. Et je commence quand même en parlant de ma vie sexuelle et de toutes les personnes avec qui j'ai fait l'amour pendant 1 an. Et je me dis, mais qu'est-ce que je raconte là? C'est que tu sors, tu dis, c'est pas possible, je vois des vieilles dames un peu bourgeoises, très à l'écoute, mais qui ont l'air de s'ennuyer pour autant. Mais je dis, waouh! Et je me dis, quand même, là, en fait, si on n'aime pas ce que tu fais, si on te déteste à tous les niveaux, je suis auteur, comme metteur en scène, j'écris, je suis sur le plateau à me montrer dans tous les sens, et ça, c'est vertigineux. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, quand ça marche et qu'on t'aime, on t'aime très fort, et ça, c'est putain d'addictif. Vraiment. Moi, je viens du théâtre où, avec plein de gens en compagnie, en groupe, là, je fais un petit crochet par une pièce à plusieurs pour retrouver les copains. Mais j'ai déjà une autre trilogie de solos parce que mais jusqu'à la fin de ma vie, je fais des solos. C'est le rapport de don et de rencontre au public, ce que tu traverses. Tous les soirs, les gens qui... Là, en plus, les derniers sont assez émouvants, les derniers spectacles. Donc, il y a un truc... Les gens sont en larmes, font des câlins. Moi, je trouve ça exceptionnel. Donc, c'est pas tant un truc de se mettre à nu que de plus encore, comme dit Papy, avec cette importance-là de toucher à l'universel, que de rencontrer, de partager encore plus grand, encore plus large. Il n'y a pas plus humain que ça. Franchement, cette humanité-là, et moi, ce que j'adore dans ces spectacles-là, tu parlais de ces gens qui sont peut-être étonnés, qui sont peut-être bouleversés, bloqués, ou si tu veux, on est dans une communion laïque. Et moi, c'est ce que j'aime chez le spectacle, c'est cette communion laïque. Qui que tu sois, d'où que tu veux, la communion, elle est juste humaine. Et ça, franchement, il n'y a que le spectacle vivant qui donne ça. On va le retrouver en musique, on va le retrouver ailleurs. Cette communion, moi, des spectateurs, à un moment donné, de faire cette communion-là, ça n'a pas de prix. C'est tellement bon. Et que tu sois devant ou derrière. Moi, en tant que metteur en scène, je ne suis pas sur le plateau. Mais quand tu reçois et que tu vois ce moment de partage avec le public où tu sens la vibration dans le théâtre, mais quel bonheur! Moi, j'ai une chance inouïe, parce que je ne sais pas trop ce que je fous là, mais j'ai une chance inouïe de pouvoir participer à ça. Et puis, là où tu as raison aussi, Mickaël, le seul en scène, ce qui est intéressant, c'est que oui, sur le papier, on dit Papy, metteur en scène. Mais non, c'est une vraie collaboration. C'est-à-dire que pour moi, et là, je travaille avec Olivier, c'est pareil. Je lui dis, non, tu es co-metteur en scène, parce que c'est vraiment ça qui va faire la force, notre force de jeu et de confiance. Moi, j'ai comme 2 gamins, tu sais, qu'on se retrouve, ouais, viens après, derrière, t'as ça bien, on va faire un truc. Ouais, c'est super. Ouais, vas-y, pousse. Non, mais arrête tes conneries. Si, c'est très drôle. Et voilà, et on est en train de faire moi, je suis un gamin, on est des gamins, quoi. Oui. Quel chant. Ouais, c'est génial. Et c'est vrai que quand même, ce truc du seul en scène, où on se dit que c'est effectivement, on saute tout seul sur le plateau, mais
moi je dis souvent que c'est un seul en scène, toujours un plusieurs en coulisses, parce qu'il y a le commetteur en scène, il y a le chorégraphe, il y a l'équipe de prod, il y a tous les le troisième, il y a mon frère qui est collaborateur, il y a mon co-auteur, et tout ça fait que moi j'ai besoin en tout cas de cette grande équipe d'amour pour me dire ok, on y va, on est en confiance, on s'amuse, on prend le risque ensemble. Après c'est moi qui fais les spectacles au plateau, mais ça c'est vrai que c'est pas si solitaire que ça comme aventure, quoi. Exactement, tu vois, là, on parlait de la Starac tout à l'heure, ça fait partie des choses que je leur ai dit. Je dis, vous entourez de l'entourage artistique que vous allez faire va être déterminant. Vraiment. Évacuez tous ceux là qui veulent prendre le pouvoir sur vous, évacuez tout ça et trouver les bonnes personnes, ce qui peut mettre du temps. Mais c'est super important. On parlera de la thune plus tard, mais parce que c'est comment ça s'organise. Mais c'est important et je crois que c'est déterminant pour une carrière en fait. Et c'est vrai que ce temps lent, pardon, on est bavard, c'est l'horreur pour toi. Hein. Là, t'es même pas au 25e de tes fiches. Paf. Mais 4 heures. Ce truc-là, on s'est trompé sur 45 000, 15h30. Ah, c'est ça. Sur le truc de faire confiance au temps long, c'est vrai qu'au départ, on se dit, tiens, on va vers telle ou telle personne qui est un peu chic, qui pourrait être n'importe quoi. Et moi, j'avoue qu'un des bienfaits de l'âge d'avoir persévéré et que ça marche, c'est que je ne bosse qu'avec des gens que j'aime. Tu sais, mais vraiment. Et qu'on peut s'entourer que d'amis, de gens qu'on admire, pour que tout soit tendre. Et c'est indispensable de se dire que, voilà, en rendant en plus ce truc-là, c'est très vertueux. On rencontre que des gens merveilleux et il y a eu un regard. On arrête. Ah non, c'est Moi, c'est pas moi. Papy, justement, tu parlais de la Starac. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'accompagner des jeunes artistes qui viennent avant tout pour chanter, de leur faire découvrir le théâtre pour certains, parfois pour la première fois, dans un cadre aussi exposé, aussi médiatisé, qui est l'inverse total de ce qui est à l'origine. Mais ce qui est très drôle, c'est que pour moi, là, le défi, c'est d'habitude, je suis dans le temps long. Tu vois, c'est qu'il y a des gens, je les accompagne pendant des années avant, tu vois, que ça accouche ou de quelque chose dans mon histoire de maïotique. Et là, il y a un truc, c'est j'ai 1 heure par semaine. Donc, t'as vu, je suis un peu bavard. Donc, C'est 1 heure à la séance. Ouais, c'est horrible. Et donc, moi, je suis habitué au minimum à être 3 heures avec la personne, toi, 2-3 heures. Et là, voilà, mais j'ai tellement envie de leur faire passer un minimum de choses, tu vois, d'acquis. Écoute, pour l'instant, ils sont contents parce que c'est si je peux faire goûter aux gens le plaisir que c'est que d'être en scène autrement que derrière une chanson et que donc il y a eu des moments magiques, il y a eu des moments étonnants. Donc je m'amuse, je t'avoue que je m'amuse bien quand même à les amener là. Et puis comme tu dis, moi je suis un peu une sorte de nounours. Donc moi ça y est, je les embarque dans ce que peut être le théâtre, dans ce que peut être la création, dans ce que peut être l'écoute de l'autre, parce qu'ils chantent en solo souvent. Et donc je pense que là où c'est bien construit quand même, je pense que dans cette version française, le théâtre a sa place. Donc je pense que je l'ai pas trop mal défendu. Tu vois, j'arrive, il y a un château avec un balcon. Moi je fais Roméo et Juliette, quoi. Direct. Et je peux pas, Comme Thomas Joly. Je peux pas ne pas utiliser le balcon. Ça s'était jamais fait en 20 ans de Starac. Moi je dis si, le balcon, oui. Tu vois, là j'ai fait un autre truc de scène dans les différents espaces parce que on s'amuse bien. Ouais. Et ça, c'est important. On va continuer de s'amuser, on va faire donc, mais c'est vrai que la pression, le temps... la jouissance, tu la passeras pas ta question. L'axe du plaisir. Absolument. Jouissance. Oh. Alors, Charlotte, ça y est, à toi. Continuons. on a des questions à te poser. On va faire des petites questions rapides. L'idée, c'est de répondre rapidement. Ouais. On sait pas faire. Papy, on commence par toi. Voilà. Je peux me préparer psychologiquement. La meilleure qualité pour être un bon artiste, selon toi? Aimer. Un talent que tu as vu naître et grandir? Jamel. Le conseil que tu donnes le plus souvent? On est là pour se faire plaisir. Est-ce que tout le monde peut être un bon comédien? Oui. Est-ce que tu aimerais refaire la Starac l'an prochain? Peut-être, si il donne plus de thunes. Ça ne sera pas coupé au montage. Ce sera fini. Mickaël? Oui. C'est bon? C'est les mêmes questions ou pas? Non. Ok, parce que sinon j'ai déjà tout préparé. Surtout qu'il y avait 3 pages.
Ok, une phrase. Hyper court. Un mot. C'était très bien, papy. Merci. Jouer seul en scène tous les soirs ou en collectif? Trop dur. Bah les deux. Voilà. Et Ouais, on fait c'est des ça. soirées de jubilé où je fais des spectacles de 18h avec les copains et moi tout seul. Voilà. La création la plus intime que tu aies portée jusqu'à présent? Oh bah la trilogie, là, les 3 solos. Oui. Une passion à part l'art? La littérature, la danse, les musées, tout ce qui se Tout ce qui touche à consomme l'art, quoi. culturellement et qui se crée, quoi, sous Ouais. toutes ses formes. Curiosité. Une peur qui revient souvent? J'ai tellement de trucs à faire que j'ai pas envie de mourir demain, là. Voilà, Ok. c'est ça. Et une rencontre artistique qui a changé ta vie? Oh, bah il y en a plein, mais comme il est à côté, je vais dire papy. Franchement. Et maintenant, parlons d'argent. Allez, enfin. la moula. Enfin, Parce alors que- juste pour revenir sur un truc, c'est vrai qu'on parlait du temps long et tout, du mûrissement, et ça revient un peu avec l'argent. C'est-à-dire qu'il y a toujours des débuts un peu délicats dans ce métier, parce que il faut pas... C'est pas un métier artiste, où tu vas le faire pour l'argent au départ. C'est un mauvais choix. Comme tu peux faire des mauvais choix, on te fait forcément, on fait croire que tu vas gagner des fois de l'argent parce que ils estiment que tu es bon, mais c'est pas ça qui fait que tu tiens dans la durée. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà. Et je veux revenir aussi sur ce que tu disais au tout début, Michael. C'est il faut vraiment avoir une âme de sportif au sens de le corps et l'outil et il y a pas, faut l'entretenir, on voit trop de copains, de copines qui partent sur des trucs et qui se laissent aller tu vois, embarquer l'alcool ou autre. Et non, tu peux pas en fait. Moi je dis, vous êtes des sportifs de haut niveau, c'est un truc de. Alors, en plus, Mickaël, lui, quand il enchaîne les 3, enfin, tu vois, t'imagines la 16 qu'il faut avoir pour pouvoir être. Parce que ça pardonne pas quand c'est le début du spectacle, bah tu dois être là, 100%. Tu peux pas être à 80, et surtout au tout début. Après, dedans, tu peux t'amuser, il y a des variations, il y a des soirs, c'est moins que d'autres, mais quand même, ça demande d'être c'est sportif de haut niveau pour moi. Est-ce que c'est un sujet qui est sensible pour vous aujourd'hui, l'argent, en fonction de les collaborations que vous pouvez avoir Ah. Est-ce pas... Ouais, c'est... Je pense que ça a fini par le devenir à un moment où justement, quand ça commence à marcher immanquablement, comme il y a moins de temps, on ne peut entre guillemets plus faire que des choses qui sont rétribuées parce qu'il y a moins de place malheureusement pour ce qui serait. On peut laisser la place à ça. Et après non, moi là où il y a un questionnement, c'est de me dire tiens, comme ça se passe super bien, comment est-ce que je peux faire rejaillir sur les gens avec qui j'ai bossé gratos et que j'ai fait bosser gratos pendant des années. Là, mon gros plaisir et ma grosse espérance, c'est que la pièce que j'ai écrite pour 8, elle soit financée, mais c'est aujourd'hui objectivement kamikaze infinançable. Carrément. Donc voilà. Oui. Mais j'espère, on fait comme Je une lecture à la confirme que Scala. t'es mal barré. Oui, mais quand même, j'espère. Et mais c'est vrai que voilà, moi, j'aimerais aujourd'hui que ce que je gagne ou ce que je peux générer puisse ruisseler sur les copains. Mais pour le coup, non, je trouve que c'est pas un sujet, ça doit pas être un sujet, l'argent. Et je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu malhonnête avec le fantasme de l'artiste qui crée et qui se nourrirait de son art et qui pourrait juste bouffer des nouilles dans sa chambre de bonne. En fait, on a des loyers à payer, on a des dents à corriger quand il faut, on a de la bouffe, enfin, il y a plein de trucs. Et que on peut gagner sa vie correctement dans ce milieu-là, sans être une grosse resta ou un youtubeur sursuivi, vraiment. Je pense que c'est important de dire qu'il y a une façon artisanale qui marche très bien et que si on bosse beaucoup et qu'on est et qu'il faut être polyvalent, si t'es qu'interprète, je pense que c'est la ruine et t'attends que le téléphone sonne, c'est trop triste, il faut produire et proposer. Mais par contre, on peut gagner sa vie correctement et très correctement. Mais alors, c'est vrai qu'il faut pas chômer, quoi. Ouais. Alors, c'est sûr. Je crois que la clé, elle est là aussi. Quand Mickaël parle d'être artiste, t'es obligé d'avoir 12 cordes à ton arc. Après, dans nos métiers, il y a le copain, la copine qui a un super projet mais qui n'a pas de thune et tout. Si tu peux, tu trouves du temps pour dire ok, tu me fileras 50 balles au bout de la 10e fois qu'on se voit et puis on verra comment ça se passe. Jusqu'à la boîte de prod qui essaye qui va te payer un peu. Mais en fait, c'est pas. En fait, si tu es que interprète, c'est mort. Ah ouais. Aujourd'hui, il C'est faut être dur. auteur, il faut faire du cinéma, il faut chanter, Faut il enseigner, faut enseigner. faut- Moi, faut- moi, tout- le gros de mon travail, ça a été de la transmission. Donc, directeur artistique de trophées, de choses qui m'ont dépassé et tout. Mais c'est pas en étant que sur les planches que tu gagnes un peu de sous. Et effectivement, si tu fais tout ça, tu es dans cette dynamique qui est passionnante et tout, mais tu te poses pas forcément la question, tu vois. Moi,
j'arrive à l'âge de la retraite, là, dans 2-3 mois, là, c'est la retraite. T'as 40 ans, papy. Mais non, pas du tout, 62 et des poussières. Si tu veux, à un moment donné, on te dit, vous avez été à la retraite, je dis, ah là là, mais comment je vais gagner à la retraite, parce que moi, je ne sais même pas avec tout ce que j'ai fait, les boulots, les machins. Ça va être fast, papy. Mais ça va être bien, ouais. D'après ce que j'ai compris, ça pourrait être pas mal. Donc, parce que, effectivement, je n'ai jamais arrêté. Ok, ouais. Et puis, tu n'as pas la notion de temps. C'est-à-dire que quand tu arrives à te prendre une semaine, 15 jours de vacances, bah, tu es content, tu vois. Et puis, c'est tellement... Alors ça, c'est aussi la chance qu'on a. C'est quand on adore notre métier et qu'on l'aime, forcément, on aime sans compter. Donc, il y a des trucs où tu es mal payé, mais tu es content de le faire. Il y a des trucs où tu es mal payé et tu n'es pas content de le faire. Et là, donc, tu le fais plus. Tu le fais plus. Voilà, donc tu t'essayes des trucs. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut prendre. Il faut prendre. Et surtout quand tu commences, pour le coup, là, on accepte que ce soit pas payé, que ce soit laborieux, il faut faire. Mais c'est vrai qu'on a la chance de faire, comme tu dis, vraiment un métier qui, quand on le pratique, est tellement jubilatoire que t'es un état de joie permanent, ce qui fait que même le tout de la retraite, moi, quand il y a eu les manifs pour la retraite, et je dis, mais en fait, moi, si je bouge jusqu'à 80 piges, je suis trop heureux. Mais parce qu'on est décorrélé totalement du réel, et que bien sûr qu'il y a des métiers avec une pénibilité qui exige ça, mais on sait jamais, tu vois. Mais parce que jamais tu vas prendre ta retraite dans 3 mois. Non. Ben voilà. Donc, on a la chance de dire, mais nous, tant que ça marche, on y va, quoi. Non, mais c'est comme joyeux, toi. Moi, le problème, c'est qu'il va me manquer 2-3 vies, quoi. Ouais, Parce que je commence à comprendre des trucs, donc je me dis, tiens, si je mettais en œuvre. Sauf que je vais pas. Et pourquoi est-ce qu'on doit dormir? Ça ne sert à rien. Perdre le temps. Est-ce que... T'as vu, comme on n'a pas parlé de thunes, quand même. C'est vrai, finalement. On est trop fort. Tu veux qu'on dise combien on gagne? Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous Là, en êtes... ce moment... Oh, pardon. Et moi, ça devient un peu vulgaire. C'était assez joli sur l'art, machin, et ça s'effondre d'un coup. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes intermittent ou est-ce que vous êtes producteur de vos spectacles? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a aussi un moment où on essaie de changer le statut? Alors, on essaye. Moi, pour le coup, j'ai essayé d'être producteur à un moment donné, et c'est là où j'ai gagné le moins d'argent de ma vie. Pendant 7 ans, je gagnais 1000 à 1500 balles par mois. Et je lui dis, mais il faut que j'arrête. Mec, là, la retraite, tu te sépares balle. Et donc, j'ai repris mon statut d'intermittent, qui est comme un statut fabuleux. Magnifique. Et qu'on nous envie dans le monde entier. Oui, je suis redevenu intermittent du spectacle. Et pourquoi j'ai été faire producteur? Quelle connerie. Moi, j'avoue que depuis que je suis produit, mais jamais de la vie je ne conseille personne d'aller faire ça, à part les fous furieux qui... Ou alors, il faut avoir beaucoup de thunes et s'amuser à la dépenser. Et certains le font très bien, et merci. Tant mieux. Les producteurs, tristes en l'occurrence, des femmes merveilleuses. Mais c'est important, là aussi, tu vois de bonnes équipes. Oui. Mais moi, par contre, c'était une très mauvaise idée. Quand on a beaucoup reçu de la part de tout le monde, de tout ce qu'on s'est dit, qu'on a beaucoup donné aussi, on se pose la question de ce qu'on laisse. Papy, toi, aujourd'hui, quelques mois de la retraite, Absolument. À quoi sert le théâtre, selon toi? Rien, et c'est ça qui est bien. Ça sert à rien. Ça sert juste à créer du bonheur. Et de l'envie de vivre. Moi, je trouve, on n'est jamais plus vivant que sur scène, on n'est jamais plus vivant qu'avec ce moment, le moment de la création, mais c'est un moment de vie d'une telle intensité que, regarde, presque jeune, ça conserve. Non, mais c'est tellement, mais moi, je me lève chanceux. Je suis chanceux de faire d'avoir... de ne pas avoir réalisé que je m'embarquais dans cette histoire-là et qu'aujourd'hui, mais en plus, moi, j'ai la chance comme j'ai une carrière un peu longue, de voir des gens que j'ai accompagnés s'éclater, se faire plaisir, être incroyablement reconnus. Tu vois, là, tu parlais de la Starac, il y a Alban Ivanov, que les gens connaissent. Il m'appelle, fait « Comment ça, tu fais la Starac, papy ?» Il était en poilu, en train de faire... Je dis « Tu fais quoi ?»« Je fais la guerre 14-18, mais une fois que j'ai fini, je viens, absolument, il faut que je vienne partager et tout. » Et c'est vrai que c'est des bels hommages que je reçois de ces gens-là qui disent « Mais la rencontre avec papy, elle était déterminante pour moi et tout. » Donc moi, j'ai que des trucs d'amour comme ça qui me reviennent. Oh, la chance. Et toi, Mickaël, qu'est-ce que tu espères transmettre en réalité à travers tes spectacles? Moi, ce que j'espère... Alors,
par mes spectacles, je fais beaucoup de pédagogie, je trouve ça hyper important. Et je trouve qu'effectivement, en plus, quand on a de la chance que ça marche, c'est à ce moment-là où il faut continuer pour dire voilà, c'est possible, si on est patient, si machin, si truc. Moi, ce que j'espère transmettre, c'est du plaisir. Bon, on se croise en fait, hein. Mais c'est de donner une alternative à quand même un monde qui est de plus en plus funeste et sombre. Et que dans nos petites boîtes noires, on ait des lieux de lumière et de communion qui sont effectivement assez inespérés. Donc c'est ça, c'est donner des clés de tendresse, de partage, d'amour. Ça fait un peu ravi de la crèche à ce que je raconte, mais c'est tellement palpable et C'est concret. tellement ça. C'est C'est tellement vrai. C'est qu'on ne ment même pas. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je me rappelle toujours d'une interview de Jennifer. Je boucle avec la Starac. Oh, t'es trop fort. Non mais vraiment, et qui disait non mais genre dans un Elle Magazine, le public me donne tellement, moi c'est de l'amour. Et je me dis oh là là, cette phrase toute faite, mais en fait 15 ans plus tard quand c'est tombé, je me dis mais c'est pas un truisme, c'est une vérité et c'est un moteur hyper puissant. Et je pense que ça doit être le moteur. Derrière nous, on a le travail d'une artiste qui s'appelle Julie Ozanne. Elle va bien ? Elle va très bien. C'est une artiste Lunettes. plasticienne. Et son travail explore le corps comme un lieu de mémoire, de désir et de relation à travers le dessin et les matériaux tels que le papier, l'encre, la cire et la broderie. chaud. Elle s'inspire des nus, de l'histoire de l'art, et elle interroge les traces laissées par le temps, les normes sociales et les récits intimes et collectifs. Elle développe également une pratique d'installation et d'ateliers participatifs autour du souvenir et de la mémoire, et expose régulièrement en France d'ailleurs. Cette œuvre, elle s'appelle Palimpeste, et j'avais envie d'en parler avec vous parce que je voulais savoir si par rapport à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, ça vous évoque... Une quelque bonne chose, partouze. Non, mais... Voilà, ça s'appelle pas l'abscesse, moi je dis partouze, chacun son truc. Non, mais... déjà, moi, je trouve ça génial. Parce que, si tu veux, moi, quand j'étais petit, je voulais être sculpteur, donc... Tu sculptes encore. Oui, je sculpte. Mais mais ouais, ça y est, c'est trop là, mignon. avec la Starac, j'ai pu me louer un atelier parce qu'on fait de la thune. Donc, je vais pouvoir... Avec des grands formats. Ah non, déjà, je commençais à continuer petit. Bon, enfin... Pardon. Alors, justement, écoute... comment te dire ? Au moins, c'est C'est marrant parce qu'en plus elle m'a dit tu Il y a mettras plusieurs- dans le sens que tu veux parce que même elle a pas encore elle Trouvé sait le pas sens. elle sait pas quel sens vraiment. Ça, c'est bien parce que tu vois, tous les jours, tu le tournes. Ah, tiens, j'avais pas vu ça. Non, c'est bien parce que c'est des trucs qu'on peut se projeter et voir plein de choses, en fait, et plein de personnages. Alors, ils sont assez imbriqués, hein, on va dire. Il y a une sorte d'imbrication et tout tient sur le fil, comme la vie. Oh, joli. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Très belle chute d'analyse. Ouais, Ça moi, j'aime pourrait- beaucoup. J'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu au corps de Chilleux, et à cette sensualité étrange. Je viens juste de terminer la philosophie dans le boudoir de Sade. Donc, en fait, ça me raconte forcément, effectivement, le sexe, le désir, l'interpénétration. On projette ce qu'on veut sur ce mot. Et j'aime bien ce que ça raconte. Et puis, j'aime bien le traitement des matériaux aussi, avec Ouais, effectivement ça, c'est ces chouette. voiles très légers. Ça me plaît. Si elle veut me l'offrir, je veux bien. Si vous parliez aujourd'hui à quelqu'un qui hésite à se lancer, quelqu'un qui pourrait nous écouter, qu'est-ce que vous lui diriez? Vas-y. Courage. De version. Ouais, vas-y. Ouais, vivre de son art, c'est Essaye, possible. essaye. Alors, c'est possible de vivre de son art. Ça demande effectivement un investissement total. Michael, c'est de l'investissement total. C'est-à-dire que tu peux pas le faire à moitié. Tu peux pas, à un moment donné, il y a ce choix si tu veux en vivre, parce qu'on fait plein de boulot des fois à côté pour pouvoir continuer à en vivre. Et à un moment donné, si tu veux passer le pas, ok, il y a des moments, ça va être chaud patate, mais ne pas regretter de ça. Moi, j'ai des amis que j'ai accompagnés sur leur spectacle et tout. Ils ont fait leur spectacle et puis la vie les a rattrapés autrement. Mais au moins, je leur dis, mais vous n'avez pas regretté? Ouais, mais j'aurais pu. Non, regrettez pas, c'est génial. Vous avez joué pendant 1 an, il y a eu un truc qui s'est joué, c'est pas. Et surtout, c'est ne pas lâcher. Toujours remettre le couvert, d'aller explorer autre chose, d'être attentif aux propositions, parce que c'est des métiers aussi qui se font dans la relation avec les autres, le relationnel est très important, et puis quelqu'un avec qui vous avez travaillé, il va vous faire appel à vous.
Donc c'est aussi durer dans le métier. Et durer, ça passe vraiment par le faire, quoi. Si tu fabriques et que tu proposes et que tu crées de la visibilité, je parle pas de la visibilité de notoriété, mais juste d'avoir des choses à montrer, je pense que c'est vraiment fondamental. Et après, moi, je parle toujours de 3 axes qui sont le plaisir, l'urgence et le partage. Il faut y aller avec un moteur de joie et d'amour vraiment important et avoir des choses à raconter. Pas se raconter, avoir des choses à raconter, des choses à défendre pour lesquelles tu brûles, parce qu'un projet, quand tu le montes, quand ça se passe bien, moi je vois le solo, le premier volet, là, ça fait 6 ans qu'on joue. Avec la trilogie, on arrive quasiment à 8-10 ans. Il y a quasiment 2 ans de tournée. Donc si tu bosses sur un sujet qui est un peu stratégique ou à la mode et qui te raconte pas grand-chose, mais tu te vas pour 15 ans de torture, et de toute façon, ça ne marche pas. En vrai. Voilà. Ça ne marche pas quand c'est pas porté avec le ventre. Donc c'est d'y aller avec une sorte de bouillon brûlant et de grandes jouissances à faire, quoi. Et puis sans avoir de plan B. Ceci dit, alors, moi j'ai un nano bémol sur le plan B. J'ai enseigné à la fac longtemps et j'ai pas mal d'élèves qui me disent « Ah, je vais tout arrêter ». J'ai quand même assure tes arrières parce que quand je dis là, je leur dis « Continue les études », c'est pas tant pour dire que si ça se passe pas, t'es prof, mais que juste déjà, à minima, tu continues de t'enrichir et d'apprendre. C'est déjà une démarche de curiosité. Et que moi, j'étais hyper reconnaissant d'avoir mon bac+5 qui m'a permis d'être remplaçant pendant que je faisais le conservatoire, qui m'a donné une méthode d'écriture. Mais bon, ça, c'est peut-être plus de la formation, c'est comment tu t'étoffes. Mais ouais, non, pas de plan B, en fait. Pas de plan B. Ouais. Moi, quand je serai grand, je serai sculpteur, donc j'ai encore un peu de temps. C'est demain. Merci beaucoup, Tati et Merci, Mickaël. Merci à toi, merci à moi. Merci. Merci. Et puis merci à l'équipe de la bobine. Allez, la bobine. Il y a mon frère Antonin, merci aussi à Fleur, à Mathieu, à Marie-Camille, à Pierre pour leur aide sur le projet. Il y a vachement de monde de l'autre côté de la caméra. Merci à Julie d'avoir accepté de nous prêter son œuvre aujourd'hui. Et de me l'offrir. Merci aussi à Détour, Manon et Louise pour la collaboration autour de la scénographie, parce que dans chaque épisode de ce podcast, on pourra retrouver une nouvelle œuvre du réseau d'artistes de Détour et on vous invite à les suivre grandement. Et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Pas de plan B donne la parole à celles et ceux qui font vivre l'art au quotidien. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce que tu crées. Ciao. Pas de plan B. 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 Ah, de plan B. Pas de plan B.